le plaisir d'accueillir aujourd'hui, Mika de Dropgear Solutions que vous allez commencer à beaucoup connaître sur la chaîne, dans les prochaines vidéos. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet, qui est peut-être connu par la plupart des personnes ultra intéressées du milieu, mais qui je pense, reste, ignoré par une majorité de personnes à qui ça pourrait être très utile, c'est le système Attack. On va commencer, sans perdre plus de temps. Donc pour faire très simple, Attack, ça va être un logiciel qui va vous permettre une mise en commun de tout un tas d'informations. Ça peut être radio, ça peut être de position, ça peut être de cartographie, ça peut être de drone, et cetera, et cetera, et cetera. Les possibilités sont énormes et vous allez avoir une lecture sécurisée de ces informations entre les utilisateurs d'un même réseau et vous allez pouvoir définir le réseau évidemment, au besoin. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta vision d'Attack et l'utilisation qui est envisageable de ces dispositifs? Fait, alors, faut mettre un petit peu dans le contexte, Attack, c'est pas une simple application, c'est vraiment un système qui est complet. Vous allez le retrouver sur, des systèmes Android, vous allez retrouver ça sur iOS, vous allez retrouver ça sur, Windows avec la version WinTAC et tout ce système-là va vous permettre de communiquer donc au sein d'une équipe, de façon réduite ou beaucoup plus élargie, un certain nombre d'informations pour, l'accomplissement de, votre tâche, de votre mission, spécifique. Et quand on dit équipe, évidemment, il y a le côté, militaire, qui est la base d'attaque, mais on a toute une variété d'usages et d'utilisateurs qui est envisageable. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que comme beaucoup de monde, on découvre, en général Attack au travers d'une utilisation purement militaire. Mais, dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte que, notamment aux États-Unis, ils l'utilisent dans énormément de services différents, notamment les pompiers. On va avoir des plugins qui sont spécifiquement dédiés aux, pompiers, par exemple, avec les incendies, hein, tous ces gros incendies massifs qu'ils vont avoir, qui sont bien connus malheureusement. Vous allez retrouver ça dans une dimension secouriste, qui vont eux aussi avoir un outil spécifique, qui va leur permettre de faire du marquage de, zones sinistrées, d'un bâtiment qui va être, trop dangereux pour intervenir directement, de faire un marquage de, personnes, sinistrées. Vous allez vraiment avoir tout un tas d'outils comme ça, qui vont vous permettre de, transformer une information que vous récupérez en tant qu'individu en une information qui peut être partagée instantanément. Et c'est vraiment cette dimension instantanée qui fait la force de ce système TAC. Et donc le plugin, en fait, c'est une application, on va dire, «annexe» entre guillemets pour simplifier, qu'on va Mhm. pouvoir venir greffer sur l'application principale et c'est pas du tout compliqué, c'est une case à cocher, hein. Oui, 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 C'est rien de absolument. plus et qui va permettre de répondre à un besoin spécifique. Donc ça permet déjà d'alléger le logiciel de base et de lui donner, des capacités spécifiques et puis surtout ça va permettre aux utilisateurs de venir, heu, ajouter ou soustraire, des capacités utiles ou inutiles. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait la force du système. C'est que vous allez avoir un système de base qui va être commun. Ça va vous permettre justement d'être capable en fait de transformer ces informations, de l'échelle individuelle à une échelle très élargie pour pouvoir permettre, eh bien, disons, à un service de secours de communiquer avec un service de pompiers, de communiquer avec des forces de l'ordre et d'avoir vraiment cette dimension de compatibilité entre tous les services avec un même système qui fonctionne, mais avec des outils qui sont dédiés pour chaque utilisation. Et un autre point positif, c'est que, par exemple, on va pouvoir imaginer une équipe de pompiers, une équipe de policiers qui veulent travailler en commun sur, un logiciel, comme Attack. On va avoir les pompiers qui vont avoir des plugins spécifiques, on va avoir les policiers qui vont avoir des plugins spécifiques, mais hormis sur les plugins dédiés qu'ils auront choisi de télécharger, mais sinon il y a aucune restriction sur la communication. Donc on est sur un logiciel où l'interopérabilité est relativement simple et on va pouvoir arriver à des résultats, sans être un monstre d'informatique, ça reste accessible. Oui, c'est ça et puis c'est vraiment la force, en fait, de ce système-là, c'est une utilisation qui est destinée à la communication. C'est pas une application de cartographie comme on va trouver pour faire de la randonnée ou pour planifier des trajets, c'est vraiment un outil qui se base sur un fond de carte que vous allez choisir. C'est relativement simple à utiliser et c'est surtout que vous allez personnaliser votre, plan de travail, votre, base de travail pour, pouvoir du coup utiliser des outils vraiment spécifiques et les communiquer, enfin communiquer, les informations que vous allez intégrer dedans avec tous les autres acteurs. Du coup pour cette dimension de communication, donc il y a la partie logique qui s'appuie sur le réseau internet, comme on va utiliser pour n'importe quelle application pour communiquer et vous allez avoir d'autres possibilités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des systèmes mesh pour, au niveau local, communiquer quand vous n'avez pas de couverture téléphonique. Vous allez avoir des systèmes qui sont basés sur des radios. Mmh.
Il faut savoir qu'il y a des systèmes qui ont été faits pour des radios bas de gamme qui malheureusement ne sont pas à la hauteur des attentes des utilisateurs de ces radios-là. Mais pour des modèles de radio professionnels, il y a des systèmes qui sont faits spécifiquement donc, pour ces unités qui utilisent ces radios-là. Et là, ça tourne très bien. Et là, ça tourne très bien, c'est très fiable et c'est développé régulièrement. Il y a vraiment une fourmilière qui travaille sur tout ce système TAC et qui met à jour très très régulièrement comment dire, toute la mise en place, toutes les fonctionnalités de ce système, de l'application au niveau téléphone portable ou des applications sur un ordinateur, par exemple. Et pour continuer sur, le sujet des communications, on va aussi avoir par exemple l'exemple du drone, qu'on va pouvoir connecter directement sur Attack, Mhm. avec un partage des flux vidéo, avec un partage, de la, prise d'informations et même de la commande du drone. Donc on est Tout à sur un fait. logiciel, sur une application qui est vraiment très, très puissante et très intéressante. Parce qu'une fois qu'on va brancher le drone sur Attack, on va pouvoir avoir quelqu'un qui pilote, quelqu'un qui fait les marquages pour que le pilote se concentre sur le pilotage. On va pouvoir avoir un système de détection, donc quand on va faire voler le drone s'il passe à côté d'une personne ou d'une voiture, quand on est à un certain niveau d'altitude et qu'on a une habitude, assez faible, du pilotage de drone, ça peut être compliqué de repérer quelqu'un et là, le logiciel va vraiment le spotter directement et Mhm. clairement sur la carte et on va pouvoir partager ce flux en direct, donc sur l'ensemble des téléphones qui vont être reliés ensemble. Ça peut être de manière tout à fait sécurisée, hein, et à partir de là, donc tout le monde a la même compréhension, de la situation. C'est ça, c'est vraiment l'intérêt de ce système-là, c'est cette vision globale de l'événement qui est en cours. Alors, c'est vrai qu'on a plus grande facilité à l'envisager dans un contexte opérationnel. Mais il faut bien comprendre que c'est accessible, euh, monsieur, madame, tout le monde. On peut l'utiliser dans un contexte purement associatif pour, disons, des secouristes associatifs à un niveau qu'on connaît, hein, qui est accessible Une à la protection population, civile, voilà, une euh, association Croix-Rouge. qui voudrait, par exemple, avoir une vision globale de la position des opérateurs sur un événement. Par exemple, si on parle d'un concert avec une surface qui est très large, Mmh. on va pouvoir avoir en temps réel le positionnement de chaque opérateur, de chaque secouriste sur le terrain. On va pouvoir avoir, comme tu le disais, une vision du drone, si on a besoin d'avoir une vision depuis le ciel de ce qui est en train de se passer. On va pouvoir avoir des systèmes de partage de photos ou de vidéos. Donc là, c'est pareil, un acteur va prendre une photo avec son appareil, son téléphone portable, tout simplement. La photo va être intégrée sur le fond de carte En étant en géolocalisé. étant géolocalisé. C'est-à-dire que, disons que vous avez un poste de commandement à distance, lui, sur son terminal, va voir le positionnement, il va voir, tiens, oh, j'ai un marqueur qui arrive avec une photo, il sait d'où vient la photo, parce que souvent, on va envoyer une photo, mais on n'a pas d'informations, donc il va falloir transmettre verbalement À la où ça a radio, été avec le fait, bruit voilà. derrière, Et et il y a une cetera, et perte de cetera. temps qui parfois peut être gênante. Là, en l'occurrence, l'information arrive instantanément. On a la photo, on a les marquages de la position où ça a été pris. On a même un champ de vision, c'est-à-dire que sur la carte, on va voir dans quel sens a été prise la photo. Donc on a vraiment un gain de temps qui est considérable sur le partage d'informations. Pour les plugins, on va revenir ensuite, sur chaque partie, spécifiquement pour que, en fonction de votre utilisation, vous puissiez avoir un point de vue, très précis, de telle ou telle, option, tel ou tel plugin. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas une application en plus qui ajoute de la quantité d'informations et qui est compliquée à gérer. En fait, ça va être un système qui va reprendre tout ce que vous utilisez déjà au quotidien Mhm. et qui va simplifier la lecture d'informations. Et il faut se rendre compte que, par exemple, un secouriste, il va avoir, en poste de secours, une ou 2 radios à gérer. En même temps, il va devoir penser peut-être à, un échange par SMS avec quelqu'un qui sera, sur un autre dispositif. Il va devoir gérer les quantités de matériel et cetera et cetera. Il va devoir gérer les différents lieux d'intervention. Là, il a tout de manière claire, simple et limpide sur un fond de carte et en plus, le gros point que les gens sous-estiment, c'est que c'est pas compliqué dans le sens où c'est des outils que vous utilisez de manière commune. Ça va être un ordinateur portable ou un téléphone portable. Donc vous avez déjà une facilité en fait à naviguer, à lire ces informations. Ça n'empêche pas évidemment qu'un système de carte, une boussole, une radio, c'est très bien. Ça va vous donner des capacités qui vont être intégrables à Attack ou qui vont être complètement séparables et l'utiliser indépendamment. Mais Attack va permettre de tout centraliser, d'avoir une lecture simple, facile et rapide. Pour parler des plugins, on va peut-être parler de ce qui est le plus attrayant en premier lieu, c'est les drones. Ah, Ça fait tout à fait. envie. Tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est un outil aujourd'hui qu'on voit partout. Le marché du drone commercial est devenu beaucoup plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et aujourd'hui, on voit partout sur les réseaux du contenu purement loisir,
orienté sur cette thématique de drone. Mais c'est vrai que c'est un outil qu'on retrouve beaucoup dans des domaines d'intervention, autant que ce soit dans un domaine purement militaire que dans un domaine de secours, de pompiers, pour avoir une vision globale qui est vraiment intéressante. Et justement, vous avez deux plugins qui sont dans l'écosystème TAC. Vous avez le plugin US Tool qui permet un panel de choses qui est assez considérable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir à la fois piloter le drone directement depuis l'application Attack. Vous allez pouvoir visionner, donc un opérateur distant va pouvoir lui visionner le flux vidéo du Un drone. ou plusieurs, ça peut être Un toute ou l'équipe plusieurs, qui regarde le flux du tout pilote de à fait. drone. Tous les acteurs qui vont être sur un même réseau, donc connectés les uns avec les autres au sein d'une équipe, vont tous avoir en temps réel la même information. À eux, après, de faire le tri de est-ce qu'ils en ont besoin à leur niveau ou pas. Mais cette information va être mise à disposition pour que les intervenants puissent l'utiliser. Vous allez avoir la possibilité de déléguer le travail, c'est-à-dire que le pilote va se concentrer sur le vol et un opérateur distant va pouvoir utiliser le flux vidéo pour faire du marquage de points dans l'application, des points qui vont servir à transmettre l'information à tous les acteurs. On va aussi avoir la possibilité de déléguer le pilotage du drone. C'est-à-dire que si le pilote, pour X raison, doit passer à une autre application, il va pouvoir déléguer le pilotage à distance et donc un autre opérateur va pouvoir prendre les commandes du drone et continuer le travail sans qu'il y ait de délai ou de devoir poser le drone et puis de recommencer un vol avec un autre intervenant. Une question que beaucoup de gens vont se poser, est-ce que du coup ça permet d'étendre entre guillemets à l'infini la distance à laquelle va pouvoir voler le drone en termes de portée? Alors en termes de portée, non, parce que la commande du drone reste celle du pilote de base. La capacité de déléguer va passer par la commande à travers l'application. C'est-à-dire que c'est le moyen de communiquer entre les deux smartphones qui va donner les informations du pilote distant à la commande. Donc malheureusement, on n'a pas d'élongation infinie de la portée, mais ça permet quand même une application. Aujourd'hui, on voit que même avec des drones accessibles, la portée peut être assez considérable. Je pense qu'en termes de capacité, on reste sur quelque chose qui est vraiment intéressant. Et c'est ça, et puis ensuite on a toute la capacité de détection du drone, ou si on le fait voler sur l'application DJI, en fait on va voir le flux du drone, mais ça peut être compliqué de repérer un élément, alors que là tout va être marqué précisément. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que un drone, alors effectivement ça a un certain coût, c'est pas une baguette de pain, mais un drone comme le DJI Mini 2 SE, ça va coûter en revente sur des sites d'occasion, on est autour de 200 euros. C'est moins cher que la plupart des téléphones portables dans vos poches. Mhm. Et à partir de là, on a quand même un drone qui va voler sur Attaque, qui va être retransmis à l'ensemble des personnes. Donc je veux dire, même en termes associatifs, pour reprendre ce milieu où on sait qu'il y a des difficultés financières, c'est évident, ça reste une dépense qui est bien inférieure à celle du coût d'entretien d'un véhicule ou à celle du déplacement sur tel ou tel dispositif. C'est vraiment une dépense courante, on va dire, entre guillemets. Oui, tout à fait. Et puis, il faut prendre en compte l'avantage qui est considérable et surtout qui est durable. Une fois que vous avez acheté votre drone, il est utilisable. Et ça va pas être quelque chose qui va être consommé et puis vous allez devoir réinvestir dedans à chaque utilisation. C'est un investissement qui va être très vite rentabilisé en termes de capacité sur le terrain. C'est ça, et pour parler spécifiquement des drones, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de gammes. Alors, on va trouver, entre guillemets, de la chinoiserie sur Amazon à 50, 100 euros. C'est vraiment pas là-dessus qu'on vous conseille de monter, c'est du jouet. Mais on va avoir les DJI, toute la catégorie des mini, avec par exemple le Mini 4 Pro qui est sorti récemment, où là, on a des capacités très sérieuses, mais le Mini 2 SE est vraiment super abordable. Il y a un peu moins de fonctionnalités, mais ça tient dans une poche. Une fois que c'est replié, on arrive à une taille qui est très très correcte. Donc pour vous donner une idée, ça tient réellement dans une poche. C'est tout petit, ça fait la taille d'une main. Et donc c'est très mobile. Derrière, on va avoir évidemment les Mavic qui vont être un peu plus costauds. Donc il suffit de voir au niveau du poids et de l'encombrement. On n'est déjà pas sur le même matériel, mais là par contre, on va avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de capacité en vol avec des conditions un petit peu dégradées, et beaucoup plus d'autonomie et aussi d'allonge sur la portée. Et après, sur les drones que DJI fait, parce que c'est vraiment la référence sur le monde du drone, on va avoir tout ce qui est Mavic Enterprise, où là on a carrément des capacités thermiques. Et c'est un outil, alors
qui est OK, cher parce qu'on est sur 4, 5, 6, 7, 8 000 euros. Ça va dépendre des derniers modèles et puis d'occasion, il y a peut-être des offres un peu en dessous, un peu en dessous. Mais on a un drone thermique, c'est quelque chose, il y a 10, 15 ans, il fallait faire décoller un hélicoptère avec une équipe de caméramans, c'était un dispositif très lourd. Là, le civil lambda peut l'avoir dans son sac à dos. Donc on est sur quelque chose, sur les capacités qui est vraiment énorme. Tout à fait. Alors, avant d'acheter le drone, si vous prévoyez de l'utiliser purement pour attaque, il faut savoir qu'il y a des compatibilités qui sont restreintes, qui sont grandissantes parce que il y a il y a énormément de gens qui travaillent à améliorer justement toutes ces compatibilités. Maintenant, vous avez des informations qui sont disponibles sur le site officiel TAC, éventuellement sur le Discord, qui est une vraie fourmilière où les gens travaillent énormément sur justement la mise en place de nouvelles fonctionnalités, sur la correction de petites erreurs éventuelles qu'il peut y avoir dans l'application. Moi, je vous invite vraiment à vous renseigner à ce sujet-là et puis à consulter les données qui sont accessibles. Vous allez vraiment pouvoir orienter un choix de matériel ou vérifier si vous avez déjà du matériel que c'est bien compatible avec le système TAC en lui-même. C'est ça, et attention sur le choix du drone. Alors, j'ai cité 3 gammes de drones pour vous donner les différents prix et les différentes utilisations. Vérifiez quand même si c'est bien compatible en fonction des versions, etc. Et ensuite, il existe une multitude d'acteurs et de modèles, parce que DJI en compte plusieurs dizaines de mémoires de modèles. Et il y a Parrot qui va faire des drones, etc. etc. Donc, prenez 2 minutes, allez sur le site de DJI. On vous mettra le lien de toute façon dans la vidéo. Et prenez ce renseignement-là parce que ça peut être un peu frustrant. Mais en tout cas, il y a vraiment des solutions à quelques centaines d'euros, en dessous de 300 euros, qui vont tourner sur attaque avec une capacité 3D. Donc c'est quand même monstrueux. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être le côté carto, qui est mine de rien un peu la base du système quand on arrive dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer les éléments qu'on va retrouver? Alors au niveau cartographie, faut savoir que la capacité évolutive du système TAC permet non seulement de faire plein de choses, mais surtout permet de les faire comme vous avez envie de les faire. Et du coup, au niveau cartographie, vous allez choisir vos fonds de cartes. Vous allez pouvoir choisir des solutions de cartes en ligne, donc qui vont dépendre de la couverture téléphonique. Vous allez avoir des options de cartes hors ligne que vous pouvez télécharger ou intégrer directement dans le téléphone que vous utilisez en support. Vous allez avoir des possibilités de mettre des overlays, donc un élément de carte qui va se superposer à un fond de carte. Je pense notamment si vous travaillez en milieu urbain, vous allez pouvoir superposer le plan d'un bâtiment au fond de carte que vous allez utiliser. Le plan va être, lui, géocodé, ce qui va vous permettre de l'intégrer vraiment dans votre cartographie usuelle. Et vous avez vraiment des possibilités comme ça qui vous permettent d'adapter vos besoins en fonction de la mission que vous avez en cours. Et sur les maps, au début, on va être sur du 2D. On Oui, va tout à pouvoir fait. télécharger la carte 3D et on a toute la partie outils d'élévation, où là, par contre, on a des capacités qui sont bien plus importantes que sur du Google Maps. Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez vraiment pas à venir poser des questions à ce sujet-là si vous avez un peu de mal à le mettre en place. C'est pas forcément intuitif, ça reste simple, mais c'est un plus qui est considérable dans l'application, justement, d'avoir ces informations de cartographie en 3D. Moi, malheureusement, j'habite dans une région où il n'y a pas trop de relief, donc c'est pas trop sexy, j'ai pas vraiment d'exemple à vous montrer. Mais pour ceux qui sont dans des massifs avec un relief intéressant, vous allez vraiment pouvoir profiter de de cette fonctionnalité dans l'application pour avoir une vision globale de ce que vous êtes en train de faire et du reste en fait de votre mission par rapport au relief qui est spécifique. Et là où Attaque trouve tout son intérêt sur la carto, si on parle d'une préparation de mission, donc ça peut être militaire ou dans un contexte civil, vous allez donc pouvoir faire votre chemin, donc ça c'est complètement lambda. Par contre, vous allez pouvoir mentionner facilement les points d'intérêt et les différencier. Mhm. Et là, on a vraiment un outil qui commence à être beaucoup plus intéressant. Ça peut être des routes, ça peut être des points de ravitaillement, des refuges, etc. Donc on a une quantité d'informations en termes de préparation qui va être incluse dans Attaque, ce qui fait qu'on va prendre connaissance du terrain de manière très complète. Et pour les outils d'élévation, juste pour vous donner une idée, si vous mettez la cartographie 3D, vous allez cliquer sur un point, et ce point va vous donner l'ensemble des éléments qui, dans le paysage, une fois que vous serez sur le terrain, seront visibles ou non visibles. Tout à fait. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très poussé. Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler d'une autre application avant qui permettait de faire ça. Si on reprend derrière tous les outils plus lambda, c'est vraiment des capacités selon les spécificités
où ça va pouvoir être intéressant. On connaît le terrain quand on arrive. C'est ça. Et puis les applications qui existent déjà sur le marché, donc on peut trouver des applications spécifiques pour la randonnée, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec la topographie par exemple. Les capacités de ces applications-là vont être restreintes à une utilisation purement topographique, par exemple. Pour une application de randonnée, on ne va pas avoir de possibilité de partager un flux vidéo. Alors, c'est vrai que nous, on a parlé beaucoup de flux vidéo par rapport au drone, parce que c'est la partie un peu attrayante, mais il faut savoir que on peut mettre un marqueur avec un flux vidéo tiré d'Internet. Si vous avez, par exemple, je prends vraiment un exemple très basique, qui n'aura pas d'utilité technique, mais pour vous donner une idée de la capacité, vous avez une caméra Wi-Fi chez vous, vous pouvez récupérer le flux vidéo et l'intégrer dans votre carte. Et ça marche sur des caméras publiques avec certains plugins. Alors, le souci des caméras publiques, c'est que chez nos amis américains, ils ont accès à ces flux vidéo. Chez nous, c'est pas exactement la même chose. Il y a la plage d'Anglet qui a une très belle caméra et on peut voir le fond de mer, c'est magnifique. Alors ça, si vous récupérez justement l'adresse internet de ce flux vidéo, vous allez pouvoir mettre un marqueur sur votre carte et intégrer le flux vidéo. Donc à chaque fois que vous allez passer à côté et vouloir voir ce qui est en train de se passer, vous allez pouvoir cliquer sur le marqueur et voir le flux vidéo en direct. Donc là, on a vu qu'on pouvait intégrer de la donnée et de la donnée spécifique, hein. Si on regarde sur l'entièreté des marqueurs, ça va de l'avion qui est modélisé à taille réelle, qui va être posé sur la carte, donc Mhm. pour une utilisation militaire, à tout simplement un petit logo pour dire qu'ici ça va être un refuge, ou qu'ici ça va être une station-service, un supermarché, n'importe quoi qui peut être utile dans un road trip par exemple qu'on peut Oui, préparer. oui, tout à fait. Vous allez partager ces informations pendant ou avant votre utilisation avec l'ensemble des utilisateurs voulus. Et il y a aussi des capacités photo qui sont assez intéressantes. Alors oui, tout à fait. En termes de photos, il y a un, alors je me souviens plus si c'est un plugin ou si c'est natif C'est natif, dans l'application, mais en fait vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'intégrer des photos géocodées. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez prendre la photo, sur la carte, la photo va être posée comme un marqueur, comme n'importe quel autre marqueur que vous allez poser, et les autres personnes vont pouvoir à la fois consulter la photo, voir l'angle de prise de vue de la photo, et avoir les informations géographiques, où a été prise la photo, dans quel sens, à quelle heure, et ça vous permet de vraiment d'avoir une vision globale qui est beaucoup plus poussée que ce que vous auriez eu sur un autre type d'application. Pour faire simple, imaginez, vous voulez communiquer via une messagerie texte très standard qu'on utilise tous les jours. Vous voulez avoir votre position GPS sur un fond de carte. Vous voulez en même temps partager une photo. Pour faire ces trois choses-là, il vous faudra trois applications différentes. Là, avec le système TAC, vous avez tout qui est réuni dans la même application et qui peut être développé à la fois à un niveau d'un groupe de randonneurs. C'est pas l'utilisation la plus pertinente, mais ça peut être utilisé comme ça. ça dépend de votre Ça, volonté en fait. oui, tout à fait. Ça peut, pour rester dans le côté purement loisir, ceux qui font de l'airsoft 1000 sim, parfois dans des événements qui sont vraiment très poussés, où ils poussent à un niveau de réalisme qui devient vraiment intéressant, c'est un outil qui est absolument génial, parce que même en restant dans un côté loisir, on a des capacités techniques qui sont vraiment intéressantes pour pousser au niveau du réalisme à un niveau qui est très convaincant. On va pouvoir avoir des utilisations vraiment variées et adaptées à chaque utilisateur ou chaque groupe d'utilisateurs. Ça, c'est le gros point intéressant et maintenant, si on rentre, dans les capacités, on va dire, un peu plus techniques. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, de Meshtastic, ce que c'est et comment il peut être intégré, «intelligemment» entre guillemets dans Oui, Attack? tout à fait. Alors, comme on l'a dit, le point fort du système TAC, c'est la communication. Pour communiquer, le système de base s'appuie sur la couverture téléphonique standard. Vous allez avoir besoin de mettre en réseau tous les utilisateurs d'un même groupe, à la fois pour pouvoir communiquer entre vous, mais aussi pour sécuriser vos communications. Comment ça fonctionne? Si vous avez une couverture Internet, vous allez mettre en place un serveur. Donc, il va être sur un ordinateur distant. Vous allez avoir un serveur qui va tourner, qui va permettre de communiquer toutes ces informations-là de façon sécurisée et d'avoir un panel de possibilités vraiment très large. Si vous êtes dans un contexte où il n'y a pas de couverture téléphonique, il va falloir trouver un système de mettre toutes les informations à dispo. Et là, vous allez pouvoir avoir des systèmes mesh. Donc, comme tu le disais, Meshtastic, qui est vraiment le système mesh récent qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Vous avez deux plugins qui sont disponibles. Donc, un plugin qui est développé par l'équipe TAC officielle
et que vous pouvez intégrer très facilement. Il n'y a aucun paramétrage à faire dans l'application TAC. À partir du moment où vous avez votre matériel Meshtastic habituel, l'application Meshtastic qui est très simple à utiliser sur votre téléphone, il vous suffira de lancer Attack, de charger le plugin, et ça fonctionne tout seul. Et donc là, hors réseau Internet, on conserve les capacités de base C'est d'attaque. ça, Il n'y aura pas d'échange de photos, il n'y aura pas d'échange de vidéos tout si on à n'a pas fait. le réseau. Ça restreint, mais ça vous permet de maintenir une certaine C'est le backup. compatibilité, une certaine capacité de communication en ayant un système qui est très basique. Après, pour une utilisation professionnelle avec des contraintes vraiment poussées, Meshtastic ne va pas être l'outil le plus adapté. Vous avez d'autres solutions de réseau mesh comme Gotena. C'est un matériel qu'on retrouve beaucoup chez les militaires, il y en a qui ont l'habitude de les utiliser. Après, vous allez avoir d'autres matériels beaucoup plus poussés comme tous ces systèmes Streamcaster, MPU5, tout ça qui proposent justement une compatibilité avec tout le système TAC. Évidemment, ce n'est pas du matériel qui est accessible à tout le monde, Et mais il puis faut savoir que ça existe. on n'est pas du tout sur les mêmes prix parce que là, le réseau mesh, on va l'avoir avec deux appareils qui valent entre 30 et 50 euros selon les C'est ça. revendeurs. Le MPU5, on n'est pas sur les mêmes tarifs. On est Pas tout à à fait. 25-30 000 euros C'est ça. l'outil en lui-même. Et ensuite, il va en falloir plusieurs pour équiper une équipe. Donc, il y a vraiment C'est ça. une énorme différence de possibilités, mais parce qu'il y a une différence de prix qui est colossale. Enfin, c'est monstrueux. Est-ce que on a vu la partie peu de réseau, on a beaucoup de connexions. Il y a un truc de très rigolo et utile à faire avec Attack. Tu pourrais nous parler d'ADSB? Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que la DSB? Pour faire très court, quand un appareil est en vol, n'importe quel avion, hélico qui est en vol, il transmet des données pour pouvoir communiquer avec différents systèmes. Il y a un plugin dans Attack qui permet de récupérer ces informations-là et de les afficher sur votre carte. Et du coup, vous allez avoir en temps réel une vision globale de tous les appareils qui sont en vol autour de vous dans un périmètre qui est donné. Vous allez avoir deux possibilités pour faire ça. Soit vous avez le plugin en question qui se base sur des données Internet, donc vous n'avez pas besoin d'autres matériel. Il récupère les informations sur Internet, il vous les met tout de suite dans l'application. Soit vous allez avoir une utilisation locale qui ne nécessite pas d'accès à Internet, où là vous allez brancher donc, sur votre appareil qui utilise Attack une clé RTL SDR et qui, elle, va récupérer les informations ADSB et vous les mettre au niveau de votre terminal. Donc encore une fois, on a un plugin qui peut être intéressant selon les spécificités et il y a plusieurs possibilités d'utilisation. Donc on retrouve l'idée du backup avec Mesh par exemple. Oui, tout à fait. Sur la partie radio, qui est vraiment ton cœur de domaine, tu pourrais nous expliquer les capacités qu'on peut avoir sur Attack parce que c'est quelque chose, tous les professionnels aujourd'hui tournent sur des radios. C'est chouette si on peut les intégrer à l'intérieur d'Attack. Tout à fait. Alors, en termes de communication radio, il faut bien comprendre qu'il y a des limites, tout simplement pour des raisons techniques. Quand vous allez utiliser des radios de gamme professionnelle, donc tout à l'heure on parlait de MPU5, les capacités sont vraiment poussées. Quand on va utiliser des radios de la gamme toujours professionnelle, mais un niveau en dessous, comme les APX, comme la gamme Moto Turbo, ces radios-là vont avoir des capacités techniques internes, sans parler de la dimension attaque, qui vont permettre de faire certaines choses que les radios standards ne peuvent pas faire. Euh, En utilisant ces radios-là, vous allez la connecter directement sur votre téléphone qui utilise Attack, et vous allez pouvoir profiter des fonctionnalités de la radio pour communiquer vos informations de Attack. Un peu de la même façon que vous allez utiliser Meshtastic sur votre téléphone avec une carte, vous allez communiquer à travers la radio vos informations de Attack. Et vous allez me dire, est-ce que ça existe pour monsieur, madame, tout le monde? Alors, il faut savoir que oui, ça existe. Le plugin s'appelle Hammer. Ça a été développé depuis maintenant quelques années. Ça a été très attendu pour la simple raison que c'était destiné à être utilisé sur les UV5R et que vu la quantité de radios sur le marché, les utilisateurs voulaient pouvoir profiter d'un système qui fonctionne sur un mode hors ligne, donc sans couverture téléphonique, pour continuer de communiquer via Attack. Le problème de ce système-là, c'est que il faut vraiment que ce soit fait dans des conditions optimales. Le, Votre téléphone va transformer les informations d'attaque, donc on reste sur des capacités restreintes, mais on va avoir envoyé votre position sur le fond de carte, envoyer un marqueur par exemple, envoyer un message texte.
il va le transformer en une information qui est possible d'être envoyée par la radio. Et si un opérateur distant a le même système sur son téléphone, il va capter cette transmission radio sur sa propre radio, qui va faire l'effet inverse, qui va retransmettre du coup cette information-là en quelque chose qui est lisible par l'application attaque. Quel problème il va y avoir? Eh ben, le problème, c'est que comme ça fonctionne sur des modes analogiques, c'est pas toujours très fiable. Et il y a un problème de choc des données. Alors, sans rentrer dans des détails techniques, deux radios qui communiquent entre elles, si la radio qui réceptionne le signal reçoit plusieurs signaux en même temps, elle ne va pas pouvoir décoder les informations et du coup, les informations sont perdues. Est-ce qu'il y a d'autres, plugins dont tu souhaiterais nous parler? Oui, il y a un plugin qui est intéressant dans le domaine de la recherche et du sauvetage. Alors même si c'est une pratique qui n'est pas extrêmement développée chez nous au niveau associatif, c'est peut-être quelque chose qui va être amené à changer. Donc le plugin WASP, qui permet d'avoir des marqueurs spécifiques dédiés à la recherche et au sauvetage, donc pour le marquage de bâtiments, par exemple, sinistrés, le marquage de victimes et tout ça. C'est un outil qui est vraiment très adapté, qui a été très bien conçu. C'est vrai que c'est assez intéressant à utiliser, et puis c'est vraiment très facile à utiliser. C'est ça qui est important, c'est quand on est acteur de certains milieux, comme ça, des milieux d'urgence, des milieux d'intervention, on n'a pas envie que ce soit compliqué. Il faut être en capacité de faire le travail rapidement, le corps de métier rapidement, efficacement, et la partie communication, avec toute l'importance qu'elle a, elle doit rester simple et Complètement. accessible. Pour le plugin WASP, donc de base, ça a été construit pour le secourisme avec toute cette, lecture de cartes qui est vraiment hyper simple et hyper intuitive. J'ouvre le téléphone, je prends le plugin, je le sélectionne, je le pose sur la carte, je remets le téléphone. Mais il y a aussi une dimension militaire. Par exemple, comme dans l'armée qui utilise attaque, signifier à l'ensemble du dispositif quel bâtiment a été visité ou quel bâtiment n'a pas été visité Tout à fait. et quel bâtiment, sur une situation catastrophe est effondré, pas effondré, avec des victimes, pas de victimes. C'est ultra simple. Plutôt que prendre une carte, devoir cocher les petits points, devoir donner des localisations GPS, avoir des coupures, etc., etc., là, on est sur un dispositif ultra simple. Et encore une fois, vraiment, la lecture de l'ensemble des infos est relativement intuitive et c'est étonnant sur le nombre d'infos qu'on peut trouver à l'intérieur, Mhm. d'avoir cette facilité et cet usage qui est relativement simple pour n'importe qui. C'est ça, une fois que le système est configuré, qu'on a vraiment préparé notre matériel, l'utilisation est tellement simple que c'en est presque écœurant par rapport à la quantité de travail qu'on aurait dû fournir manuellement sur un fond de carte, une radio, le besoin de remettre des informations sur informatique pour je sais pas, une chaîne de commandement ou ce genre de choses. Là, c'est tellement facile que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Exactement, mais il y a forcément un problème, la sécurité. Bah, au niveau de la sécurité, en fait, ça reste relativement simple. Pourquoi? Parce que quand vous communiquez par le système Internet, vous allez communiquer via un serveur. Ce serveur-là va être sécurisé. Vous avez des options de serveurs qui sont non sécurisées, mais ce n'est pas les options les plus pertinentes, surtout si vous cherchez de la sécurité dans vos transmissions. Est-ce que du coup, pour ces serveurs, tu pourrais orienter les gens sur le mode sécurisé, le mode non sécurisé, pour qu'ils puissent avoir le visu selon leurs besoins de est-ce que j'ai la nécessité d'aller sur la partie sécurisée? Alors, l'accès en fait à un serveur, il va être, comme tu le dis, un petit peu administré par un besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin que l'accès soit sécurisé? Est-ce que je vais avoir 10 utilisateurs, donc uniquement une équipe locale, ou peut-être 500, 1000 utilisateurs sur le même serveur? Si le serveur est sécurisé et que j'ai 1000 utilisateurs, mais que j'ai un utilisateur que je veux supprimer, est-ce que j'ai une possibilité justement de lui couper l'accès à ce serveur-là? Il y a plein de possibilités qui existent. Il y a aussi un choix qui va être fait en fonction de nos compétences. Est-ce que j'ai les compétences pour mettre en place moi-même un serveur? Est-ce que je préfère une option payante parce que ça existe? Vous pouvez louer les services d'une entreprise qui va mettre à disposition un serveur. Est-ce que je veux l'installer sur un matériel palpable ou est-ce que je préfère une option qui va être dans le cloud parce que ça existe aussi et qui permet justement de dématérialiser la connexion via le serveur. Avec un petit Raspberry, alors là, ça devient un peu plus technique, mais c'est quelque chose qui vaut quelques euros en fait. C'est vraiment pas un dispositif qui est cher à Oui, il mettre n'y en a place. pas nécessairement besoin d'avoir une machine de guerre pour le faire tourner. Il y a des specs qui sont minimum pour que ça tourne correctement de façon fluide. Maintenant, comme tu le dis, avec un Raspberry, aujourd'hui, un Raspberry 5, ça doit coûter peut-être 150 euros. Ça vous permet d'avoir un serveur qui tourne, qui est autonome, qui est branché chez vous, et puis qui permet une utilisation à distance tout à fait sécure.
Vous allez vraiment avoir des options comme ça qui sont disponibles. Après, à vous d'analyser quels sont vos besoins et quelles sont les offres. Soit vous le construisez vous-même, soit vous passez par les services de quelqu'un d'autre, à la fois pour la construction ou l'hébergement du serveur. Est-ce qu'on pourrait parler de Zero Tier One? Parce que c'est vraiment Oui, ultra simple à mettre en place et ça peut paraître, très intéressant. tout à fait. Alors, Zero Tier One, c'est quoi? C'est un VPN qui va simuler un réseau local. Ceux qui utilisent beaucoup internet, parfois pour, du jeu en réseau, ce genre de choses, ont l'habitude d'utiliser ce système-là. Pour, monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas, ben, comment ça va fonctionner? Attaque, comme on l'a dit, a besoin de pouvoir communiquer. Si vous utilisez internet, il va falloir un système de réseau, donc en l'occurrence un serveur, comme on l'a dit. Mais si vous ne voulez pas utiliser de serveur, il y a une autre option qui est possible, qui fournit des capacités restreintes, mais qui en fait est tellement simple que ça vaut le coup de faire l'essai et puis de dire ok, on a testé ça peut-être pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et au final ça suffit pour nos besoins. Tout simplement, vous allez utiliser cette application-là sur votre téléphone, vous allez créer un réseau local. Et Alors, créer prend 5 minutes, c'est ça prend c'est vraiment ultra 5 simple. minutes et il y a besoin d'absolument aucune compétence particulière. Et quand on dit 5 minutes, on n'exagère pas du tout. Vous avez vraiment création d'un compte en ligne comme sur n'importe quel site, création d'un réseau, vous le choisissez en mode public ou en mode privé, et vous appliquez le système sur votre téléphone, vous vous connectez sur le téléphone, vous rejoignez le réseau que vous avez créé. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment facile. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce réseau de 0 tiers va simuler une connexion locale, comme si vous étiez tous connectés sur le même Wi-Fi, mais à distance. Et donc, ça va tromper l'application attaque qui va se dire, OK, on est tous connectés sur le même truc, et donc on communique tous ensemble. Et le gros avantage de 0 tiers, c'est que ce soit un réseau public, donc ouvert, ou un réseau privé, l'application attaque va fonctionner de manière sécurisée dedans. Et l'avantage de faire ce réseau en mode privé, c'est que l'administrateur de réseau, ça a l'air complexe, mais l'administrateur de réseau, c'est tout simplement le gars qui va être disponible à ce moment-là, va ouvrir le terminal 0 tiers, va dire tiens, il y a un nouveau qui est connecté, je le connais, je sais qui c'est, je le valide, et il a accès au réseau. C'est extrêmement simple et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien et tu parlais de capacité limitée, mais moi personnellement, c'est ce que j'ai utilisé, pour, le setup attaque que j'ai fait et je fais voler le drone, il y a le flux vidéo, le partage de photos et cetera se fait très bien, donc on a quand même des capacités très correctes et voire relativement poussées pour la plupart des utilisateurs, Mhm. qui sont, faciles à mettre en œuvre avec 0 tiers. C'est pas une sous-application que vous allez avoir, vous pouvez Non, non, rester à non, utiliser attaque, ça, assez normalement. c'est ça, ça permet vraiment de faire fonctionner le système de façon pertinente, de façon relativement stable. Comme tu en parlais par rapport au flux vidéo, je mets juste un petit bémol là-dessus. Ça peut fonctionner, mais c'est pas extrêmement stable parce qu'il y a une limitation dans la bande passante. On va pas rentrer dans les détails, mais plus la vidéo que vous allez envoyer va avoir une taille conséquente, et moins il y a de chances que ça fonctionne correctement. Donc, si vous avez vraiment un besoin de partage de flux vidéo, moi je vous encourage plus à aller vers une solution avec un serveur qui va être utilisé avec un complément de serveur vidéo. Là, ça va vous permettre vraiment d'envoyer beaucoup de flux vidéo et de façon tout à fait stable, sans trop de limitations. Mais Exactement. pour continuer dans ce que tu disais, c'est vrai que 0 tiers, c'est pour la plupart des groupes une solution qui est très accessible, qui est gratuite, qui est très facile à mettre en place et qui fonctionne très bien. C'est ça, c'est qu'on retrouve l'idée à chaque fois sur attaque de, scaler en fonction du besoin, l'utilisation qu'on va en faire et ça, c'est Mhm. vraiment ce qu'il faut que vous arriviez à retenir. C'est que c'est pas une application qui est trop complète ou pas assez complète, vu que vous pouvez faire ce que vous voulez et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peut-être mal perçu parce qu'on se dit que c'est compliqué à mettre en œuvre. On est sans faire de publicité, alléchante, aujourd'hui, vous allez pouvoir aller sur le site attaque.gov, vous allez juste rentrer votre adresse mail, rentrer votre mot de passe et vous allez pouvoir télécharger la dernière version d'attaque avec tous les plugins. Donc c'est quelque chose qu'on fait en 5 minutes, Mhm. on lance l'application et c'est fonctionnel. C'est ça. Ensuite, vous customisez selon les besoins, vous faites vos arrangements, vous montez un serveur si vous avez l'utilité, etc., etc. Enfin, on est sur quelque chose qui est déjà complètement cohérent et les différentes étapes derrière, c'est uniquement en fonction du besoin. Tout à fait. Et puis, comme je le disais dans une autre vidéo,
faut voir un peu le système TAC comme, voyez ça comme un sac. Vous allez partir sur une mission, vous avez un sac. Qu'est-ce que je mets dans le sac? Est-ce que j'ai besoin de prendre, du matériel de pompier si je ne suis pas pompier? Non. Attaque, ça va fonctionner de la même façon. Vous avez des outils qui sont à disposition. Vous n'avez qu'à piocher les outils qui vous intéressent et les intégrer dedans, de la même façon que vous allez préparer un sac pour partir en intervention. Et le truc qui est chouette sur Attack, c'est que quand vous partez à un moment donné et que vous avez oublié un élément dans votre sac, il reste à la maison. Alors que sur Attack, si vous avez déjà téléchargé les plugins, mais que vous les décochez pour avoir une utilisation plus simple, si au fil du temps, votre utilisation change, même dans le cadre d'une journée, Mmh. vous avez juste à aller sur l'espace pour les plugins qui est accessible depuis le menu en 2 clics. Vous recliquez sur les 2 plugins, que vous voulez, ça les réinstalle dans l'application. Ils sont en fait toujours existants, mais ils étaient invisibles et ils deviennent visibles et donc vous avez rajouté des capacités à votre sac à dos en étant à distance. C'est ça, et il y a vraiment une modularité dans l'application qui est, considérable. Il faut mettre un peu le nez dedans pour s'en rendre compte. C'est vrai que quand on ouvre le menu, on peut être un peu impressionné. Une fois qu'on a compris le système de base, comment je vais mettre une carte dans mon application, comment j'accède à attaque.gov, parce que c'est quelque chose qui a refroidi beaucoup de gens. À une époque, l'accès était réservé aux personnes qui avaient une adresse internet du gouvernement américain. Il faut savoir que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, avec n'importe quelle adresse mail, vous allez pouvoir vous connecter. Ça va vous demander un code à usage unique. Normalement, si vous êtes un petit peu sur une utilisation sécure de votre téléphone, vous avez déjà une application de double authentification. C'est cette application-là que vous allez utiliser pour rentrer un code. Vous avez accès à une page de produits comme pour faire du shopping sur n'importe quel site. Vous récupérez ce dont vous avez besoin, vous chargez tout dans le téléphone et ça fonctionne. Et donc là, on a parlé des plugins les plus généraux, les plus utilisables et les plus, recherchés par les utilisateurs. Est-ce qu'il y en a d'autres dont tu voudrais nous parler? Oui, bah, très rapidement, il faut savoir qu'il y a des outils qui sont vraiment très très spécifiques. On va avoir un plugin qui permet d'avoir la navigation en véhicule, donc qui est adapté un petit peu comme votre GPS de véhicule. Vous allez avoir un plugin qui est fait pour les shooter ops, donc avec les informations qu'ils vont pouvoir retrouver sur leur matériel habituel, mais affiché dans le terminal attaque. Vous allez avoir un plugin de navigation à boussole, donc c'est pareil, qui vient en complément de votre matériel habituel. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des choses qui sont très très spécifiques et qui peuvent s'ajouter à votre config perso pour vous ajouter du confort ou des fonctionnalités qui sont vraiment très très spécifiques à un usage particulier, quoi. Exactement, et tout cet aspect, en fait, c'est basé sur le fondement même de Attack. Attack, c'est un dispositif qui est communautaire. Communautaire, c'est pas un gros mot, ça veut juste dire qu'en fait, il y a pas une seule entité, unique derrière. Alors il y a, tac.gov, Mhm. qui lead, mais il y a énormément de personnes comme vous et moi, sauf qu'ils sont meilleurs en informatique que vous et moi, qui ont travaillé sur Attack pour créer des plugins spécifiques et venir enrichir l'expérience utilisateur en fonction des capacités. Et c'est là où c'est intéressant, si vous souhaitez pousser votre utilisation, de s'intéresser à l'aspect communautaire. Il va y avoir le Reddit, il va y avoir le Discord, donc qui sont, des réseaux sociaux sur lesquels il y a des discussions assez poussées, sur, chaque sujet. Tout à fait, et puis on parle de 20 000 utilisateurs, C'est ça. Il y donc a quand c'est même très conséquent. il y a quand même du monde et donc il y a à la fois du monde, pour, discuter, mais il y a aussi à la fois du monde pour vous aider. Si vous avez fait les démarches de base et faites d'abord les démarches de base avant d'aller sur, Tout à les fait. Discord et les Reddit, mais si vous avez fait les démarches de base, il y a des gens sincèrement qui prendront leur temps pour vous aider, et qui n'arrêteront pas tant qu'ils n'ont pas trouvé la solution, C'est ça. à votre problème. Et donc tout cet aspect-là est hyper agréable parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez un énorme immeuble, vous allez toquer à la porte du voisin pour, lui dire que vous avez une fuite et lui, il arrive avec la bonne boîte à outils et il vous file un coup de main. Et dans l'autre sens, bah, quand vous avez acquis une capacité, si quelqu'un, rencontre un jour un souci, que vous avez la capacité de le régler, vous pouvez, rapidement l'aider et lui économiser, des heures d'arrachage de cheveux. Absolument. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'insister sur un point. Si à la suite de la vidéo, vous avez téléchargé Attack, faites-le sur tac.gov de préférence. Oui, oui, Ça va oui. être accessible sur Play Store, sur iOS, etc. Mais vous allez devoir passer beaucoup plus de temps et configurer. Donc c'est possible. Mais franchement, allez sur tac.gov et vous avez dans 5 minutes la bonne version qui est mise à jour, les bons plugins qui vont avec la bonne version Tout à fait. et il n'y a aucune installation. Il y a un dernier aspect d'attaque qui fait à la fois l'attrait et aussi la déconvenue peut-être sur ce système. De base, Attack, c'était construit pour les militaires et en fait, vu la diversité des usages, il y a eu une volonté, par l'équipe, qui, lead le projet, de l'ouvrir aux civils. Il faut bien comprendre que c'est 2 versions qui sont, très différentes et il n'y a pas forcément besoin en tant que civil de rechercher la version militaire. Tout Tu à vas fait. nous en parler.
Tout à fait, c'est vrai que quand on a accès à un produit qui, comme tu l'as dit, était destiné aux militaires et que on se retrouve avec une version civile, on se sent un petit peu, lésé. On se dit: «J'ai pas la version complète, je me suis fait avoir», et au final, faut bien prendre en compte que l'équipe qui développe l'écosystème TAC, autant dans la dimension officielle que dans la dimension communautaire comme tu en as parlé, ces gens-là travaillent aussi dur sur la version militaire que sur la version civile et parfois même beaucoup plus sur la version civile puisque eux ont accès, à ces au code en fait de l'application pour pouvoir faire des outils spécifiques et pour avoir testé les 2, très honnêtement, ne vous cassez pas la tête à chercher une version militaire qui n'est pas en accès libre, à moins qu'elle vous soit fournie parce que vous avez, une légitimité à l'utiliser. Utilisez la version civile, ça fonctionne exactement de la même façon et à moins que vous ayez envie d'envoyer une frappe aérienne sur le Cookie Market du coin, vous n'avez aucun intérêt à utiliser la version militaire. Et pour rejoindre Mickaël là-dessus, n'allez pas forcément chercher, comme il le dit, à télécharger une version, militaire qui va être vraiment déceptive, parce que vous n'en aurez pas l'utilité et il y a une telle quantité d'informations sur la version civile, donc sur Civtac, qu'avant de maîtriser la totalité de manière cohérente, vous allez déjà passer pas mal d'heures et il faut vraiment avoir une vie extraordinaire pour avoir besoin de l'ensemble des applications. Tout à fait. Si dans votre utilisation, vous me dites que vous avez, poncé toutes les fonctionnalités d'attaque, je veux bien qu'on se retrouve autour d'un verre et qu'on discute de votre vie parce que je pense qu'il y a quelque chose à raconter. C'est ça. Et encore une fois, donc tous les liens seront en description. Si vous avez la moindre question, sur l'utilisation d'Attack, allez voir Mickaël. Après, très sincèrement, ça reste ultra simple et quand vous recevez votre nouvelle box, vous n'appelez pas Free à chaque fois. Donc n'ayez pas peur de vous lancer. Regardez un ou 2 petits tutos en plus de celui-là si vous avez besoin sur un point spécifique, mais ça reste réellement et sincèrement simple. Et là où on voudrait tous les 2 insister, c'est que c'est encore, peu développé dans le monde civil et pourtant il y a énormément d'acteurs qui auraient une transmission d'informations et une utilisation quotidienne, d'un dispositif comme Attack et qui remplirait vraiment énormément de fonctionnalités et résoudrait beaucoup de problèmes. Donc intéressez-vous à ces nouvelles technologies, intéressez-vous aux capacités d'attaque, acceptez d'y passer du temps. Au lieu de regarder une série nulle sur Netflix, passez un peu de temps là-dessus et franchement, vous allez découvrir, un nouveau monde. C'est ça. Il y a vraiment une caisse à outils qui est considérable et qui est, adaptable à toutes les situations et à tous les types d'intervenants, donc ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. C'est pas une caisse à outils, c'est un brico-dépôt. Bon, merci à vous pour votre écoute. Encore une fois, tous les contacts de Mika seront, en description de la vidéo et puis n'hésitez pas à le contacter si vous avez une difficulté spécifique ou une utilisation spécifique, ce qui peut toujours être intéressant. Merci à vous et à bientôt. Merci.